Pierre, merci d'être là. On apprécie beaucoup votre présence. Vous êtes en quelque sorte la mémoire du tout début. Euh, Vous avez été directeur adjoint de 70 à 72. Vous avez été directeur de 72 à 78. Avant de discuter de votre vision de l'école, de son développement, permettez-moi de vous poser une question très, très concrète. Quel souvenir avez-vous de votre arrivée en fonction au moment où l'École des arts visuels, la nouvelle École des arts visuels débute à l'automne 70? Quel est l'état des lieux? Quelles sont les conditions de votre arrivée dans cette aventure? Mon premier rôle officiel, en quelque sorte, parce que j'étais impliqué bien avant l'ouverture même de l'école officielle dans l'élaboration des programmes, c'est quand le conseil de l'université a voté qu'on commençait l'enseignement en septembre. Donc, c'était vers le mois de mai. Et Omer Parent, le premier directeur, et moi, nous sommes réunis la première journée dans un petit bureau qu'on nous avait installé, dans lequel il n'y avait rien d'autre que 2 chaises et un pupitre. Et nous n'avions pas de papier pour écrire, pas d'enveloppe, pas rien. Alors, j'ai dit, je vais aller chercher de la papeterie pour qu'on puisse au moins prendre des notes sur ce qu'on veut faire. Et quand je suis allé pour acheter des choses, on m'a dit, mais l'École des arts visuels n'a pas de budget parce que le budget de l'université avait été voté avant le vote pour créer l'École des arts visuels. Donc, il n'y avait pas de budget. Il n'y avait rien pour gérer cette école et il fallait commencer vraiment à partir de zéro. Est-ce qu'on pourrait dire, Pierre, qu'il y a eu une précipitation à débuter cette formation en art universitaire? On sent une urgence de l'ouvrir alors Il que... y avait une volonté d'agir le plus rapidement possible. Mais forcément, le temps de faire approuver les programmes, de faire toutes les ententes qui étaient nécessaires avec le gouvernement concernant l'École des beaux-arts, ses employés, ce qui allait devenir avec les étudiants déjà inscrits dans cette école. Ça a pris des mois de discussion pendant qu'on élaborait des programmes pour une nouvelle école d'art, de sorte que finalement, ça a débloqué au printemps, à la date limite pour ouvrir en septembre suivant. Comment interprétez-vous cette volonté d'ouvrir tout de suite, cette urgence à commencer alors que finalement on réalise le budget n'était pas voté, officiellement les choses n'étaient pas encore tout à fait en place? Jusqu'à un certain point, il y avait des pressions de l'intérieur de l'école d'un certain nombre d'étudiants et de professeurs qui étaient je pourrais dire, en révolte un peu contre le modèle hérité de l'École des beaux-arts de Paris. De la même façon qu'à l'intérieur des écoles d'architecture, quelques années auparavant, il y avait eu une révolte des étudiants contre ce même modèle qui avait inspiré le fonctionnement des écoles d'architecture, ce qui avait amené le gouvernement à confier l'enseignement supérieur de l'architecture aux universités. Et à ce moment-là, vous êtes quand même dans les anciens locaux de l'École des beaux-arts, pendant que vous serez directeur adjoint et directeur jusqu'en 78. Il y a tout de même 4 espaces qui ont été attribués à l'école. Comment interprétez-vous cette école nomade? Est-ce que c'est qu'on ne répondait pas aux besoins? Comment interprétez-vous ces changements réguliers d'espace? Bien, l'université au départ, n'avait pas, j'imagine, le budget pour construire un nouveau pavillon qui aurait été prévu pour loger l'École des arts visuels. Donc, temporairement, on nous a offert de nous loger dans le sous-sol du PEPS, un lieu qui était une cave non finie en béton brut, qu'on a subdivisé avec des rideaux temporaires. Mais
c'est pas les conditions de confort qui nous importaient tellement. On acceptait ça comme une solution temporaire. Ensuite, on a accepté l'installation de l'école dans une tour qui était des lieux totalement inadaptés pour une école d'art. Mais l'université avait le projet de construction de cette tour, avait les budgets pour la construire et il fallait justifier le besoin avec ce qu'on allait mettre dedans. Et le besoin le plus urgent pour l'université, c'était de loger l'École des arts visuels ailleurs qu'au sous-sol du PEPS. Et finalement, il y aura un autre déménagement. Vous allez travailler comme architecte de façon très attentionnée à ce déménagement vers le Caso. Oui, le Caso, à l'origine, n'était pas un pavillon qui appartenait à l'université, ça appartenait au clergé. Et l'université s'est portée acquéreur en 68, je pense, du pavillon Caso. Et malheureusement, l'université a fait disparaître du Caso ce qui faisait la qualité de ce pavillon. Parce que le Caso, c'était un pavillon, c'est une unité de vie. Les séminaristes, ils vivaient là. Ils dormaient là, ils mangeaient là, ils vivaient là. Donc, il y avait dans le Caso des lieux qui n'étaient pas seulement une série de salles de cours avec des corridors, mais il y avait des agoras, il y avait un cloître avec un grand espace déambulatoire autour. À la Renaissance, un architecte célèbre avait dit « Un bâtiment, c'est comme une petite ville et la ville, c'est une grande maison. » Ce qui fait la qualité dans une ville, c'est pas seulement les rues, c'est les places publiques, les parcs, tout ce qui constitue le domaine public collectif. Et à l'intérieur des écoles, cette structure d'espace public collectif est non moins importante dans le fonctionnement de l'école que les salles de cours et les laboratoires. Et malheureusement, pour les universités et pour la construction des écoles dans les dernières décennies, les programmes architecturaux ont été faits avec des listes de locaux qui devaient être occupés 24 heures par semaine, au moins, pour justifier leur construction, avec un nombre de mètres carrés pour ces locaux pour y loger des cours qui sont inscrits à l'horaire, et tous les espaces qui sont propices à l'échange, à la socialisation, à l'acquisition des habiletés interrelationnelles. C'est des espaces qui sont négligés. Ça, c'est le problème de la cité universitaire où, bon, dans une ville, je disais qu'il y a une chose qui s'appelle le domaine public. Le domaine public, c'est les rues, les places publiques, c'est aussi les monuments publics, les lieux de rencontre, les équipements sociaux, les musées, les théâtres. Bon, sur la cité universitaire, il y avait un théâtre qui était caché quelque part à l'intérieur d'un pavillon d'enseignement. Quand l'université a acheté le Caso, ils ont mis un musée dans l'ancien cloître qui est rejoignable au bout d'un labyrinthe incompréhensible à partir de la porte d'entrée, de sorte que aucun de ces équipements qui font la vie dans une ville ou dans une cité comme une cité universitaire n'avait une localisation convenable en regard de la structure de l'espace public. Et, à mon avis, une cité universitaire dans laquelle il y a une école d'art aurait dû avoir une galerie d'art qui donne sur la rue, un théâtre qui donne sur la rue, un cinéma qui donne sur la rue, et toutes sortes d'équipements culturels liés à l'espace public de ce quartier qu'on prétend être une cité, mais qui n'en est pas une. Alors, la volonté, au moment de la création de l'École des arts visuels, c'était de créer une école universitaire parce que
on demandait à l'université de faire l'enseignement supérieur des arts. Et cette école était forcément totalement autre chose qu'une école des beaux-arts, qui était une école de métier. On entrait à l'école des beaux-arts à 9 ans, après la 9e année, à 15 ans, pour acquérir un certain nombre de métiers dans une relation maître-apprenti comme au Moyen Âge. Alors, l'enseignement supérieur, c'est un enseignement où l'accent n'est pas sur le comment, sur l'acquisition des habiletés avec la maîtrise des matériaux, des méthodes, etc., mais sur le pourquoi. Donc, la volonté, c'était de faire de l'École des arts visuels un haut lieu de débat et de discussion sur la nature de l'art, sur la nature de l'expérience esthétique. Et c'est pour ça que la structure physique même de l'école était conçue pour séparer les ateliers techniques avec des équipements liés d'une part aux techniques traditionnelles associées à la production de l'art, donc un atelier de gravure, de sérigraphie, de sculpture, etc., mais des plateaux de création qui étaient des lieux qu'on voulait des lieux justement de débat sur la nature de l'art, la nature de l'expérience esthétique, sur comment on fabrique des objets qui procurent une expérience esthétique. Et pour cela, il fallait une école où il y ait une synergie entre des groupes de professeurs qui avaient des approches et des démarches différentes, qui pouvaient intervenir sur ces plateaux, souvent même avec des invités qui étaient des artistes, qui étaient des locomotives intellectuelles, qui étaient invités seulement pour animer de tels débats, pour créer de tels débats, pour les susciter en quelque sorte. Parce que la formation supérieure en art, c'est, à côté de l'acquisition des aspects métiers, c'est qu'une sorte de séminaire continu de débat sur la nature de l'art. C'est ça la raison d'être de l'école. Vous avez parlé de cet accueil de l'université, d'une formation université en art. Vous avez quand même, dès les premières années, eu des réactions d'inquiétude, de questionnement par rapport à toute cette démarche-là. La bataille n'était pas gagnée, malgré tout. Il y avait une certaine réticence à l'intérieur de l'université, à l'intérieur de certaines instances de l'université, à accepter cette proposition du gouvernement de créer une école universitaire d'art. Certains chercheurs universitaires pensaient que l'université n'est pas un lieu pour enseigner l'art, que l'art est une question de talent et qu'on n'enseigne pas ça à l'université. Une vision romantique. Une vision, oui, assez dépassée, mais qui était peut-être normale au moment où, quand on regarde l'évolution du système d'éducation au Québec, l'enseignement de l'architecture et l'enseignement des beaux-arts étaient en marge, comme les conservatoires, comme l'enseignement de la musique, de l'art dramatique. Monsieur Larochelle, lorsqu'on regarde tous les événements entre 72 et 78, la période où vous avez été directeur, c'est incroyable tout ce qui s'est passé, des grèves, des changements au niveau de l'équipe professorale, tout ça. Vous avez bien senti, au moment où la dernière cohorte issue de l'École des beaux-arts quittait, vous avez bien senti le besoin de faire un bilan. Et justement, j'aimerais que vous nous partagiez cette vision de l'évolution de l'école, même au cours des premières années, pendant la première décennie des années 70. Vous vouliez faire ce bilan de situation, ce qu'on appelle aujourd'hui les révisions de programme, tout ça, vous étiez un petit peu avant-gardiste, vous vouliez déjà le faire dans les années 75, 76.
Parlez-nous du constat de la situation que vous avez fait à ce moment-là. Bien, déjà, au moment de l'élaboration des programmes de l'École des arts visuels, il y avait une rupture totale, pratiquement, avec les programmes en vigueur à l'intérieur de l'École des beaux-arts. À l'intérieur de l'École des beaux-arts, il y avait une série d'options qui étaient liées aux pratiques traditionnelles de l'art. Donc, la peinture, la gravure, la sculpture, et liées aussi au métier d'art. Donc, on y enseignait notamment la décoration et l'ensemble des arts décoratifs, en quelque sorte. On s'était dit au départ que dans une école universitaire, on ne pouvait pas avoir une telle structure de programme parce que c'était une école d'un autre niveau, d'une part, mais aussi parce que la pratique même de l'art avait complètement éclaté au 20e siècle, avec les approches conceptuelles, avec des formes très diverses comme le land art, l'arte povera, beaucoup de mouvements qui n'utilisaient plus les moyens liés traditionnellement à la production des œuvres d'art. De sorte qu'il fallait se questionner sur une nouvelle structure et dans la liste des disciplines qui étaient enseignées à l'intérieur de l'École des beaux-arts, il y avait publicité qui était comme un corps étranger dans cette liste de techniques traditionnellement associées à la production des œuvres d'art. Et la réflexion du comité d'élaboration de programme avait été qu'il fallait créer un programme distinct qu'on a appelé communication graphique, où l'option publicité serait remplacée par un programme totalement différent qui porterait en partie sur la communication visuelle, sur comment on peut utiliser, par conséquent, le langage visuel pour communiquer, soit à l'intérieur de la publicité ou à l'intérieur de d'autres formes de communication visuelle. Et ce programme, qui, à l'intérieur de l'École des beaux-arts, était une option parmi d'autres, qui était en quelque sorte marginale, comme n'importe laquelle des autres cours. À l'université, ça a pris une expansion considérable, très, très rapidement, parce que dès la deuxième année de l'école et la troisième année de l'école, la moitié de la clientèle de l'École des arts visuels se dirigeait dans ce programme par rapport à ceux qui restaient dans le programme d'art visuel proprement dit. À ce moment-là, les deux ont un tronc commun. À ce moment-là, il y a un tronc commun, mais les besoins en termes de programmation, en termes de corps professoral, étaient totalement différents de ceux qui étaient prévus à l'origine. Et en même temps, il y avait la fin du programme des beaux-arts, parce que l'université s'est engagée à continuer le programme des beaux-arts pendant 2 années pour faire finir ceux qui étaient déjà inscrits dans cette école et qui avaient commencé leur formation. Donc, la fameuse triade forme, couleur, mouvement, c'était quand même génial comme idée. Bien, il fallait en quelque sorte mettre des noms sur ces ateliers de formation pratique qui ne soient pas des noms de matériaux ou de techniques. Et il fallait en quelque sorte distinguer ces cours qui étaient des cours où, en fait, on enseignait comment fabriquer des objets qui procurent des expériences esthétiques, mais théoriquement avec n'importe lequel
des moyens disponibles, y compris des techniques industrielles. L'école, on avait équipé l'école avec des machines-outils, avec un four à pizza pour mouler des pièces en plastique parce que les matières plastiques permettaient toutes sortes de possibilités nouvelles. Pendant les années 70, on voit de belles initiatives d'étudiants, de finissants qui souhaitent ouvrir des lieux de réflexion en dehors du campus. On pense à la Com-Galerie, on pense éventuellement à la Chambre Blanche. Et on voit que ces étudiants vous interpellent pour les appuyer dans leur démarche. Est-ce que vous auriez un commentaire à donner là-dessus? Est-ce que vous vous rappelez cette volonté des étudiants de s'inscrire dans leur milieu en dehors Pour du moi, campus? c'était une preuve de la réussite de cet objectif, de l'atteinte de cet objectif de faire de l'École des arts visuels un haut lieu de débat et de discussion sur l'art. Et je pense que ça a fonctionné. Et ces débats se sont poursuivis ailleurs. Et plusieurs années après que j'ai quitté l'École des arts visuels, j'ai été invité une fois à la remise des prix du Québec. Et je ne savais pas qui m'avait mis sur la liste des invités. C'était Jocelyne Aloucherie. Et elle a dit dans son discours, « Je suis devenu l'artiste que je suis parce que j'ai eu la très grande chance de rencontrer des gens à l'École des arts visuels, dont Pierre Larochelle et Michel Parent, qui avaient fait de cette école un lieu de débat formidable sur l'art. » Et ça a été un témoignage pour moi extrêmement émouvant et une sorte de récompense en quelque sorte des efforts mis dans ce sens.